Entretien sur la chaîne First Team. Aujourd'hui, je suis un petit peu ému de recevoir The Voice, la voix du basket. Et vous savez que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi lors de mes années de mon passage chez Beansport à NBA Extra. Comment ça va, mon Jacques? Bien, on a envie de te voir. Eh ben oui, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, puis je visite tes locaux, là, vos locaux. On a évolué un petit peu. C'est mieux, oui, oui. Depuis la première fois que tu m'as vu dandiner dans les bureaux. Au début, tu étais dans le métro, hein, c'est ça, vous faisiez dans le métro. Exactement, on faisait dans le métro. On avait commencé comme ça avec un autre partenaire au tout début. Jacques, si t'es là aussi, c'est toujours un plaisir de t'avoir, mais si t'es là, c'est parce que est sorti, donc il y a quelques semaines, quelques jours, ta biographie aux éditions Amphora, donc évidemment appelée Bonjour, Bonsoir, écrit par Rémi Reverchon. J'aimerais d'abord savoir comment c'est arrivé, la genèse de cette idée d'écrire ta biographie? Ah, biographie, ça ne parle que de travail, de passion basket. Pas que. Un tout petit peu, bah, y a les enfants, il y a tout ça, mais c'est... 3 blocs, comment ça s'est déclenché? Ça fait quelques années que pas mal de gens me disent qui étaient intéressés. On me faisait Rémi me tannait depuis un moment, mes garçons, Julien Ben Clément me tannait aussi. Puis il y a eu un petit déclic l'année dernière. Rémi était ouais, Jacques, j'avais rencontré Renaud Dubois, le patron des éditions Amphora, et je vais faire une petite intervention pour la Fédé, pour Arnaud Brognier et le comment ça s'appelle ça, le DES, diplôme d'entraîneur supérieur, où il y avait Ben dans la promo. C'est ce que va faire Tony Parker. Ben Monclar, ton fils, qui veut devenir entraîneur. Qui est entraîneur, assistant à Antibes. On a un échange, comme interne, comme externe, bref. Et à la fin, il y a open question, quoi. Et beaucoup me disaient, il faut écrire, il n'y a rien. Alors c'est léger le truc, là, hein, c'est un survol, c'est pas là ni pour faire du mal à qui que ce soit, ni pour raconter des choses trop trash, c'est léger. C'est la littérature de gare. Et Rémi et les équipes des éditions Amphora ont voulu conserver ce côté oral, tu sais, ce côté quand on parle, comme on fait là, quoi. Comme on a toujours fait quelque part. J'aime bien parce que sur les premières pages, directement, j'aime bien quand les choses commencent. Et quand les choses commencent, c'est la naissance. Alors, t'es né le 2 ou le 3 avril? Ça commence comme ça, ces premières lignes, ces premiers mots. C'est déjà, il y a un débat autour de toi. Tu fais déjà débattre sur t'es né le 2 ou le 3 avril? Ouais, c'est maman qui a choisi, comme souvent dans ma vie, et dans la vie de mon frère Patrick. Je suis né à minuit, quoi. Les personnes n'étaient pas tout à fait d'accord sur l'heure. Bon, maman a choisi le 2. C'est pour ça, quand on me fait le zodiaque, tu sais, les trucs par rapport à ton cheminement et tout, moi, il y aura toujours le doute. T'es issu d'une famille de basketteurs que tu incarnes, Jacques Monclar, aujourd'hui dans le monde du basket, on ne le présente plus. Benjamin, on l'a dit, a une carrière pro, il a joué à Dijon, Antibes, à Blois, il est aujourd'hui assistant. Julien, qui était au centre de formation, notamment à Antibes, qui est aujourd'hui un général manager reconnu du côté de Blois. Mais le premier vrai basketteur de la famille, c'est ton papa. C'est papa. Et maman? Ils se connaissent au Racing Club municipal de Toulouse quand mon père est débauché depuis Carcassonne, parce que nous sommes des Occitans, les Monclar, malgré mon accent de banlieusard à la fois parisien et lyonnais, on est des Occitans. Et ouais, papa, c'est un monstre, fait partie avec Henri Grand, Jean-Paul Beugnot, Jackie de Sème, et ceux d'avant comme André Buffière, Robert Busnel, des pionniers du basket français, quoi. Ça fait 3 fois les Jeux, hein. Pour aller à Melbourne, ils ont mis 8 jours. Hein. C'était dans les années 50, c'est ça? 56. 8 jours pour la Melbourne. Oui, parce qu'ils ont fait des stops à New York, jouer contre les boulangers du coin, ça s'appelait Baker, machin, j'ai vu les photos. Après, ils se sont arrêtés à Honolulu. Enfin bon, cet été, les avions... Marcel Cerdan avait eu un avion qui était tombé, hein. C'était à peu près les mêmes avions. Donc voilà, ils allaient à Istanbul en train. Ils prenaient l'Orient Express. C'était une autre époque, quoi. Tes parents donc jouent au basket, ton père donc fait les jeux, était déjà un des meilleurs joueurs français de l'époque. Toi, tu grandis donc dans cette famille de basketteurs. T'as fait autre chose que du basket? T'as côtoyé d'autres sports? J'ai joué au foot. J'ai joué au foot tout gamin. Gardien de but. Déjà les mains? Ouais, puis tu sais, on joue en goal volant aussi, quand on est môme dans la cour, tout ça. Non, j'adore le foot, j'ai beaucoup joué. Et quand j'ai fait le doc d'éducation physique, je joue au rugby. Pendant 2 ans, j'ai bien aimé aussi. Bien aimé. Mais des tartines un peu?
le contact. Après, j'arrivais le samedi pour jouer avec le Racing, parce qu'à l'époque, je jouais au Racing, et j'avais les mains abîmées, tu te fais marcher sur les mains et tout. J'ai fait quelques arcades, j'arrivais avec des pansements. Il gueulait un peu au Racing, mais bon. Du coup, ça sera quand même le basket. Ouais. De toutes tes carrières, joueur, entraîneur, consultant, finalement, ta carrière de joueur, c'est celle qu'on connaît le moins. Alors, moi, j'ai la chance de te connaître maintenant depuis plus de 10 ans et tu m'as raconté des millions de choses, mais qu'est-ce que tu retiens de ta carrière de joueur? Bah que, si, des trois, le plus sympa à faire, c'est jouer. D'ailleurs, on dit jouer. On dit pas jouer pour un coach, on dit pas jouer pour un consultant ou un commentateur. Jouer, être sur le terrain, faire lever une foule, se faire siffler, se faire applaudir, avoir des mecs en face de toi que tu dois contrôler, représenter une institution, comme moi j'ai eu la chance de jouer longtemps à Villeurbanne, l'équipe de France, partager avec des joueurs hors normes, des mecs très forts, quoi, hein, qu'ils soient français ou étrangers. Avec le CSP Limoges, l'aventure européenne, perdre une finale, gagner une finale de Coupe d'Europe. Tu jouais avec Stéphane, Richard, Hugues, Joby, Clarence, Don. Cette équipe-là, elle était monumentale. Apprendre de tes coachs, même ceux avec qui ça va pas, d'ailleurs. Avoir des influences, hein, bien sûr, moi, Pierre Daho, André Buffière, Michel Gomez, Jean Gall. T'apprenais des choses avec Jean Gall en équipe de France. Michel avait un côté du collectif incroyable. Pierre Daho a fait gagner du temps à tout le monde en américanisant un petit peu tout ça. Quant à André Buffière, c'est le druide, quoi. C'est l'alchimiste et le formateur absolu. Tu vas jouer à Lasvel avec le papa de... Tu vas jouer avec le shérif, avec le père de Thomas Laroukis. Ouais, c'est lui qui va jouer avec moi. Bon, il dit l'inverse à chaque fois. Mais de toute façon, mon rêve, c'est de vous avoir tous les deux un jour. Le shérif, on veut l'avoir et pour l'instant, il veut pas bouger de Léon. Vous avez qu'à faire une émission spéciale ou à Agde ou à Léon, hein, et puis voilà. Hein. C'est pas les pires endroits où aller. Et alors dans toute ta carrière, tu l'as dit, tu vas gagner une Coupe d'Europe, tu vas perdre des finales, tu vas connaître quand même chaque fois des finales du championnat de France, en gagner, en perdre. Tu vas aussi connaître, comme ton père, les Jeux Olympiques en 84 à Los Angeles. Sur le papier, c'est génial. La réalité, c'est tout autre. Oui, et puis alors d'abord, on a été mauvais. On s'est sans doute mal préparé. Quand je vois le staff actuel, alors je sais que tout change, mais on était vraiment à poil. C'était une fin de cycle de notre équipe et on s'est fait cueillir par le niveau, parce que on va rappeler que les Jeux, maintenant, même si on prend de mauvaises habitudes en France quand même, hein, double finaliste olympique chez les garçons 2 fois dessus, enfin 2 fois, et à la suite, et chez les filles, là, la finale, on perd la notion de la difficulté qu'il y a à 1, aller au jeu, et 2, y être bon. Et ça tient un peu de choses, parce que l'année dernière, je veux dire, le cheminement de l'année dernière, il ressemble plus à celui de 2000 qu'à celui de Tokyo. Voilà, il y a un côté, la révélation en quart de finale, demi-finale, finale, ça fait... Mais le cheminement est dur. Et là, pour aller au jeu, j'entends, moi, et j'adore les mômes, tu le sais, je suis quelqu'un qui aime les joueurs de maintenant. Quand je les entends parler, on veut retrouver les ricains en finale au jeu, sans déclencher l'alerte générale comme dans Taxi 5, là. Tu vois bien la scène. Tout à fait. Il n'y a que 2 équipes qui sortiront du championnat du monde pour lequel on n'est pas encore qualifié. Donc il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce sera au Qatar. Soit être dans les 2 meilleures équipes européennes de la compétition. Je rappelle que lors de la dernière finale, c'était vite fait, les 2 meilleures équipes, c'était la finale, la Serbie et l'Allemagne. Et après, il faut être dans les 5 suivants à tout le moins, donc ça veut dire, pour être garanti, être en quart de finale, pour avoir accès à un TQO. C'est ça, aller aux Jeux Olympiques en sport co, que ce soit basket, handball, volley. Foot. Il faut absolument faire ça. Et après, la route est longue, quoi. Moi, je souhaite le meilleur, mais c'est dur, les Jeux. C'est dur. Toi, ils ont été particulièrement durs. Vous finissez dernier, c'est ça? Non, avant-dernier. On a quand même gagné le dernier match. Tu prenais, oui, qu'est-ce que tu veux? Tu perds le premier contre l'Uruguay en prolongation dans un match tu me connais un peu, hein? Très violent.
Je veux dire, très très violent. J'avais jamais vécu ça. L'Uruguayen, Mauvais à prendre. pas bon en tout cas. Après, on enchaîne magnifiquement avec la Chine, qu'on avait dû battre 5 ou 6 fois de suite et qui nous tord de 2 points. Là, on joue comme des cons. Puis après, c'est l'avalanche. Tu joues l'Espagne, le Canada qui était fort, avec Gordon Herbert, Rick Revio, toute la clique, la Routines, et les Ricains. Et en plus, les Ricains, on a 3 joueurs suspendus, Greg et Eric, et Richard Lacroix. Ce sont des histoires de discipline interne. C'était compliqué, la discipline à l'époque, un petit peu. On n'était pas les plus disciplinés, ni en dehors, ni sur le terrain. Quel type, tu peux nous dire quel type de joueur t'étais, parce que moi j'ai vu des highlights de toi, j'ai jamais vu de match en entier, et les jeunes qui te connaissent en tant que consultant, quel type de, t'étais meneur de jeu, quel type de joueur t'étais? J'étais un combo garde, parce que j'étais assez grand pour un combo, plutôt attiré par le drive et par le passing. Après, il faut bien se bâtir un shoot, parce que la ligne à 3 points, elle est arrivée en 84, donc il fallait bien en mettre un peu. Élevé dans le basket académique villeurbanais, donc toujours dans une certaine recherche, respect des fondamentaux, qui était un jeu naturel à Villeurbanne, qu'on nous inculquait comme ça. André Buffière, puis avec Gilou, et on avait un manager, Gilou, son manager, il s'appelait Jésus. Quand tu dis Gilou, c'est Alain Gilles. Hein. Ouais, qui devrait être le logoman de la Ligue nationale de basket. De la Ligue nationale de basket, si on avait des références historiques. Lui ou Antoine. C'est un choix cornélien. Ouais, non, mais bon, bien sûr Tony, mais qui est moins passé par chez nous. Oui. Il a joué. Il fait 2 saisons. Il fait 2 saisons. Mais bien sûr, on a des images comme ça. On devrait faire des logos avec toutes les. Tu penses qu'on n'utilise pas assez l'histoire de notre basket français aujourd'hui? Je suis étonné, par exemple. Qu'est-ce que ça veut. Qui sait, regarde dans NBA. Notre ami, celui-là, ça a l'air d'être un bien trempé aussi. Tyler Hero. Oui. Qui dit que tout ce qui est fait en référence à avant 1950, il n'y a aucune certitude. Mais comment on peut dire des âneries pareilles? Comment on peut dire? À moins que ce soit un discours politico-racial, j'en sais rien. Mais comment on peut dire ça? Et on le relaie. C'est bien la preuve qu'on relaie tout. Eh ben, allons, une des forces de la NBA, je ne sais pas si tu as vu le docu, là, sur Celtic City. Magnifique. 9 épisodes. Magnifique. Mais c'est une tuerie, quoi. Ce truc est une tuerie. Frisson. Ouais. Parce que on associe quoi? On associe la politique, on associe le racisme dans une ville dure, c'est pour ça que ça s'appelle Celtic City. Et cette entité bostonienne des Celtics, qui est l'inverse, la ville de paradoxe, puis la ville de JFK aussi. Bref. Mais il faut aller le voir, quoi. Ah oui, il est sur MyCanal. Ouais. Moi je l'ai regardé, pas du trade parce que il y a 9 épisodes. 9 épisodes, exceptionnel. En 2 jours et demi, tu te le fais, et t'as les yeux carrés. Après. Et puis pour l'histoire, pour comprendre aussi beaucoup de choses sur que ça soit socialement aux États-Unis et même la NBA, le rapport de Bill Russell par rapport aux Celtics et à la ville de Boston, il est tellement différent. Et les personnages comme Red Auerbach, Havlicek, Tom Eisen. Revenons sur la fin de ta carrière, elle se passe dans une ville qui va énormément compter. Moi, c'est la ville sur laquelle je t'attache, t'en as fait beaucoup, c'est Antibes. Attends. C'est Antibes. Antibes, tu finis ta carrière de joueur là-bas, et t'as même pas fini ta carrière de joueur que tu vas entamer celle de coach, et c'est une histoire que je vais te laisser raconter, que tu me l'as raconté plein de fois, mais je m'en lasse jamais. Ah, le plus 38-39, oui, c'est un... Tu peux remets-nous un peu le contexte. On fait une saison qui est moyenne avec Antibes, mais il y a un joueur qui s'appelle Jim Daines, adorable Jim Daines, et très bon joueur, qui a une double nationalité. Il s'est marié à une Française, une Antiboise d'ailleurs, et la Ligue décide qu'il n'a pas le droit de jouer. Et nous, des juristes disent à nos présidents de l'époque, qui était une entité un peu totalement municipale, qu'il a le droit de jouer, patin, coup fin, résultat. On se retrouve en février à 0 points, on nous enlève toutes nos victoires. Alors déjà qu'on n'en avait pas tant que ça, enfin on en avait pour être 7-8e, j'en sais rien par là, ce qui n'était pas bien avec l'équipe qu'on avait. On avait déjà changé une fois de coach,
Ils font venir un autre coach et ça change. Alors on gagne juste les matchs pour aller en barrage. On laisse les 2 derniers derrière nous. Déjà, c'était pas trop mal. Et là, on tombe sur Toulouse, qui est une bonne équipe avec des jeunes joueurs, et surtout 2 ricains, dont Amos qui va aller à Pau, et l'autre, je sais plus, Johnson ou Thompson, enfin bref. Et on en prend 38. T'as Philippe Bienvenu, t'as le petit Rançon, t'as Viscard, enfin bon, t'as des joueurs, hein. Il y a Jean-Marc Foria, il y a, bref, bonne équipe de jeunes. Il nous en file 38. L'assistant coach, c'est Philippe Maucouvert. Il y a Daniel Gendron comme coach. Et 38, le lendemain, c'est le 31 mars. Le lendemain, c'est 1er avril. Et il n'y a pas les téléphones portables, on est en 89. Les gens croyaient que c'était le résultat, ils croyaient que c'était un poisson d'avril. Je recevais des coups de fil, je peux te dire que ça m'a gonflé, ça, au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, je reçois un coup de fil de Thierry Tricou via un ami à lui, Jacques, faut que tu ailles en mairie. Là, je dis, le maire, il va me pourrir. Et là, j'arrive, bon, il me félicite pas, hein, je te dis. Mais il me dit, Jacques, vous êtes entraîneur. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas dire non. Tu as 2 ans de contrat de joueur. Bon, ben, avec des garçons comme Daniel Aquet, Hugo Cancé, Georgie Adams, Serge Provillard, bien sûr, tu resensibilises. Il y avait encore Yaya Sissoko, qui était à moitié blessé, mais qui a joué. Tout le monde. Et puis on avait 2 ricains, James Hardy et Norris Coleman, qui a fini au Maccabi. James, il avait tourné en France, des forts joueurs. Ouais, je l'ai dit dans le livre, donc je peux te le dire. Je négocie un bonus spécial pour eux, avec la mairie, pour être sûr qu'ils courent. Et l'idée, c'était qu'on gagne toutes les minutes de 1, quoi. Voilà. Et à la fin, on fait un run incroyable. Eux, ils ont un mec qui fait 5 fautes, un autre qui se fait une entorse. Et à la fin, il y a un mec, je crois que c'est Philippe Bienvenu, ou je sais plus, qui reste à cheval sur la ligne de milieu. Moi, j'ai 5 fautes déjà. T'avais envoyé? Un petit peu. Ils avaient attaqué en pressing, les insolents, alors qu'ils n'avaient pas intérêt à ça. Oui. Hein, c'est vrai. Ah ben oui, à plus 38. Et on est à la touche, et Serge, depuis l'opposé, Provillard attrape Norris Coleman, qu'envoie, et dans Salus, là, ça tombe dedans. Voilà. Plus 39. Le plus de fou. Et c'est ta première expérience de coach? 77 points d'amplitude. C'est fou. Mais Jacques, du coup, toi, c'est ta dernière année en tant que joueur? Mais je le sais pas. Et tu le sais pas. Donc, en fait, t'avais déjà en tête d'être coach? Alors, à Limoges, j'avais passé mes diplômes tout seul en candidat libre. BE2, BE1, BE2, enfin BE2, le tronc commun. Et il me restait juste à valider le basket, ce que j'ai fait dans la foulée. Puis j'étais déjà inscrit. Je m'inscrivais dans une idée de formation, de tout ça. À Limoges, déjà, avant que je parte, il m'avait proposé de rester pour mettre la formation en place. Jean-Claude Biojou. Voilà. Mais après, tu choisis, quoi. Il faut jouer ou coacher. Il y en a qui ont essayé de faire les deux. Il y en a beaucoup qui sont arrivés sur la durée. Tu peux faire un coup comme ça pendant Bill Russell? Oui, Bill Russell. Champion. Je suis pas Bill Russell. Bill Russell, mais tu vas devenir, du coup, tu vas arrêter ta carrière de joueur et tu vas devenir tout de suite un coach chez les pros. Tu vas pas passer par l'assistanat, par la formation. Très peu, tu vas directement coacher avec Antibes. Il y aura deux passages avec Antibes. Mais Antibes, c'est là où tu vas finir. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, tu vas connaître tes plus grandes émotions de coach. Allez, oui, sur les 2 passages. Deuxième passage, c'est avec une équipe autour de Stéphane Ostrowski, mais avec des mots, ou presque. On a fait des super trucs. On a réussi à jouer contre tout le monde, bref. Et les 7 premières années, c'est... là, on a tutoyé l'excellence par moment. On a eu une montée. La première équipe, elle va être championne en 91. Elle va faire la première Euroleague, qui s'appelait Champions League, où ça commence à faire des matchs dans tous les sens. Et puis après, il y aura l'aventure avec l'équipe autour de Steph, David, Laurent Forest, etc., etc. Arsène, toute la clique, là. Fred Domon, Willy, Veden, on avait une grosse équipe, là. Là, 94, on remonte en régime. On fait des coups en Coupe d'Europe, on perd contre Milan en demi, ou quart de Corach, demi.
Et puis en 95, on passe pas loin contre Trévise en Coupe des Coupes, et on est champion de nouveau. Voilà. Après, ça explose un peu financièrement. C'est dommage qu'on ne saura jamais jusqu'où cette équipe aurait pu aller. En tout cas, elle va jusqu'à... Il y a Billy Joe, il y a une sacrée équipe. Elle va jusqu'à ce titre. Et Michael Ray, j'ai oublié. Mais on y arrive, t'inquiète pas. Michael Ray qui met ce tir exceptionnel dans un match où il est en travers complet. Michael Ray Richardson, qui est une star déchue de NBA. Ça a été le premier banni à vie de NBA pour l'usage de cocaïne. David Stern, à l'époque, veut cleaner la NBA. Il fait un exemple avec Michael Ray. Oui. Et toi, tu récupères ce mec sur qui il y a des doutes, justement, par rapport à son histoire, par rapport à sa vie hors des terrains. Moi, je le récupère pas direct. Non, pas direct, mais c'est des challenges qui te plaisent aussi d'avoir des mecs un peu comme ça. J'ai hésité par Michael Ray, parce que David était exactement l'inverse, David Rivers. Un garçon comme Stéphane Ostrovski aussi, c'est hygiène de vie, droit, machin. Mais le personnage est tellement unique. L'homme est tellement unique. Et puis il y avait aussi, on avait une grande force, c'est que dans le staff, j'avais Lee Johnson, qui avait été au collège avec lui, qui a toujours été Lee, qui a joué à Naples, qui a joué au Maccabi, qui a fait une grande carrière, qui avait joué à Houston un peu aussi. Et qui va rester au club pendant longtemps aussi. Hein. Oui, il passe encore en Antibes, là, il arrive dans pas longtemps. Voilà. C'est comme ça, Antibes, c'est resté... Et Michael Ray, ce dernier tir, raconte-le pour ceux qui l'ont pas vécu, c'est un match à Pau, c'est le match décisif, il est en travers tout le match, il y a un tir, vous avez la balle de match, et attends. C'est un match décisif, c'est pas le match décisif pour nous, parce qu'on mène 2-1. Et on avait perdu le premier chez nous, on gagne le deuxième à la ramasse en prolongation chez nous. On méritait presque plus de le perdre que de le gagner, et on va là-bas, on gagne une douzaine de points le 3. Et au 4, Michael, il a un pet à la cuisse. Hein. Donc il joue sur une patte, il fout pas dedans. Et Michael est quelqu'un il faut pas qu'il sorte de lui. Et là, il arrive à un temps mort, il postillonne de partout, parce qu'il est bègue en plus. Pour le calmer, on lui fait savoir que s'il y a besoin à la fin, il sera pour lui. Et c'est vrai que le temps mort, alors Michel Gomez, tu revois les images, c'est un placement de 1-3-1, et sur l'endroit où Michael attaque, c'est Freddy Fautou. Donc là, tu sais que ça va partir en l'air, parce que il a la marge physique, et il va le prendre sans trop reculer, il va aller sur sa main gauche, mais c'est écrit, quoi. C'est écrit. Et il met ce panier. Après, tu sais, tu le mets pas. Ce dont tu es sûr, c'est que Michael, il le prendra juste au moment où il faut. Et si tu regardes, quand il tombe dedans, il reste 3 secondes 3 secondes 2. Ce qui laisse le temps de jouer un rebond offensif. On va me dire, c'est aussi le temps pour t'en prendre un dans l'autre sens. C'est vrai. Mais quand même, pouvoir jouer le rebond offensif quand tu joues 1 point, c'est-à-dire un panier à 2 points, pour gagner d'1 point, et avec Mike, t'étais sûr d'une chose, c'est que la balle partirait au bon moment. Ni trop tard, ni trop tôt. Il restera 2,5, 3, ce que j'aime bien, moi, dans mes conceptions. Jouer le rebond offensif. Si tu veux le buzzer beater absolu, pour moi, je le trouve très dangereux. C'est mon avis. À Antibes, je sais pas si c'est dans le bouquin, parce que je l'ai eu qu'il y a 3 jours, j'ai pas pu tout finir. À Antibes, tu vas côtoyer un autre coach aussi, qui est pas à Antibes, qui est juste à côté, qui est à Monaco. C'est un coach de foot. Tu m'as souvent dit qu'avec Arsène, tu as eu des Arsène Wenger, tu as eu des discussions de coach à coach. Plein de coachs de foot, figure-toi. Parce que, pas que Arsène. Arsène, c'était chez Mamou à la plage une fois, ouais. Tous les mois, tous les 5-6 semaines, on se voyait, on discutait, plein de choses. C'était le moment où Monaco marche pas mal aussi, hein. Ils sont avec Marseille toujours à la lutte pour le titre. Il y avait eu le PSG l'année d'avant, ça doit être Arthur Georges. Avec Guy Lacombe, qui a été un des voisins qui déjà, lui, il me disait on peut faire des pressings en foot, un terrain de basket, ça correspond à un quart de notre terrain de foot, et tu vois, ce qu'on voit maintenant, les pressings tout terrain, etc., ouais, mais tu sais bien, j'adore le foot. On est supporters du même club, au moins d'un olympique, mais pas du même club. Pas du même club, c'est sûr. Il y a un truc quand même, t'as été joueur, tu deviens un coach, mais plus qu'un coach, tu deviens un personnage du basket français. Et je pense que t'es le personnage central du basket des années 90, à tel point que tu fais une pub
Oui, comme les Ménènes, quand ils me prennent, ils savent pas qui je suis. Ah bon? Non. Ils voient un À mec... part Tony Parker avec Kinder, je sais pas qui du basket français a fait des pubs qui ont tant marqué les gens. Tu fais une pub Ménène dans les années 90 qui passe à la télé normale. L'histoire, c'est ce qu'on m'a dit chez L'Oréal, parce que c'est le groupe L'Oréal, Ménène, là, quand je me suis retrouvé à faire ça avec eux, c'est qu'ils avaient cherché à droite, à gauche, qu'ils avaient fait des castings même avec des comédiens, avec des coachs fédéraux. Et ils ont vu la finale contre Pau et la fin de match, là. Voilà. Ok. Et l'acting du coaching de Pau, c'est ce qui leur a plu. Voilà. Et si tu regardes dans la pub, ils me font refaire un peu la fin de match. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans quand... et j'ai l'impression que ça a repris les images, parce que j'avais vu le match en live, Michael Ricky Mark, et je t'avais vu célébrer, rentrer sur le terrain. Et petit jeune comme ça, je me dis, ils ont repris les mêmes images. Mais en fait, non. Je rentre pas sur le terrain, moi. Tout le monde rentre sur le terrain à la fin, sauf moi. Faudrait que je revoie. Non, je te le dis. Ils partent tous, Lee, Serge, Le Cube, enfin Thierry, et ils vont avec les joueurs, il y a un tas. Moi, je reste au banc. D'abord, je regarde pas les 3 dernières secondes, là, le shoot de Ricky, Winslow, et la surpasse de Freddy Photo. Je le regarde pas. Donc, quand j'ouvre les yeux, on est champion. Donc, Antibes, 2 fois, tu vas passer, tu finiras à Dijon, mais avant ça, tu vas passer à Pau, tu vas passer à Limoges. Tu restes pas beaucoup là-bas. Non, à Pau, je suis pas bon. Dans un contexte pas bon. Voilà. Quand tu arrives et qu'au bout de 15 jours, sur les murs du pont, il y a marqué « Reviens, Michel ». Tu passes derrière Michel Gomez. Ils sont devenus fous, alors qu'on n'avait rien fait encore. Je sais pas. Jamais su. À Limoges, ça aurait pu durer, mais le contexte a été un petit peu... Tu sais, c'est le début... Quand j'arrive à Limoges, derrière Michel Gomez, d'ailleurs, ils sont 6e, 7e, on fait finale. Ça s'est bien passé. Et on débute très bien la saison suivante. Et puis Jean-Jacques Conceição, suite à des différents versements, tout ça, il se barre du jour au lendemain. Et là, Fred Weiss, qui était en plein développement, il a perdu son cornac. Enfin, le cornac, il est sur les épaules, mais il a perdu le mec qui aidait Fred à être confort et dominant. Jean-Jacques et Fred en 4 et 5, c'était une force terrible. Compliqué quand c'est ça, il mettait du bois. Hein. Ouf. Mais fort joueur. Angolais, ah oui. Ouais. Angolais, hein, c'est ça. Oui. Avec belle bestiasse. Il a son fils qui joue. Donc tu vas finir à Dijon, ta carrière de coach. Là aussi, est-ce que tu sais que quand ça s'arrête avec Dijon, tu sais que c'est la fin pour toi? C'est ta dernière aventure de coaching, tu le sais? Sauf... le truc improbable, mais oui. Content d'avoir gagné cette Coupe de France avec Dijon. Là aussi, tu sais, on est dans une période que je n'ai pas aimée du basket français. Le milieu des années 2000. On a pris de plein fer l'arrêt Bosman. Il y a les joueurs qui commencent à être attirés par la NBA. On est devenu un centre de formation pour les jeunes ricains. On prend trop de ricains. Il y a 5-6 ricains par équipe. Il y a des présidents de l'époque qui ont dérivé. Heureusement que le basket français a su à ce moment-là reformer des joueurs et générer des joueurs. Mais j'ai pas du tout aimé cette période. D'ailleurs, on changeait de champion de France tous les ans, même si l'aventure de Roanne, elle était géniale. On changeait de champion de France tous les ans, on faisait ça en finale sec à Bercy. C'est vraiment... Ça n'a pas de sens. Pour moi, non. Maintenant, ça permettait de faire un événement et remplir Bercy pour le basket français. Voilà, ok, allez-y, vous le faites pour le All-Star. Une série finale en 5, c'est très bien. Voilà. Basta. Et on l'a vu l'année dernière avec les finales monumentales entre Monaco et le Paris Basketball. Merci, il y a des renversements, il y a des histoires, c'est comme ça qu'on bâtit une culture. Un match sec, ok, c'est sympa, c'est rigolo, il y a de l'émotion, mais c'est un flanc, quoi. Ça retombe vite, une série... Jacques, t'es un amoureux de l'équipe de France. T'es l'un des plus grands défenseurs de l'équipe de France et t'aimes bien souvent m'envoyer des petits messages pour me dire attention, nanani, nanana, parce que l'équipe de France c'est quelque chose. Comment ça se fait que t'es jamais coaché l'équipe de France? J'ai joué 201 fois pour. Coaché, j'ai dit. Est-ce qu'il n'y avait pas une logique?
Oh, ça aurait pu être d'autres, Greg Beugnot. Greg, il n'est pas assis là pour le coup. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un truc quelque part où tu te dis, t'en as fait des choses beaucoup, et d'ailleurs, beaucoup sont écrits dans ce bouquin, mais est-ce qu'à un moment donné, se dire, être sélectionneur, alors, il faut pas se mentir. Bien évidemment, quand tu es joueur, tu as envie de jouer pour la meilleure équipe du pays, qui est l'équipe de France. Bien évidemment que quand tu es entraîneur, tu te dis, coacher l'équipe de France, ça doit être une aventure incroyable. Mais bon, quand tu l'es pas, tu l'es pas. Il y a des choses que tu contrôles pas, Erwan. Donc, ça sert à rien de se prendre le chou avec. tu as été avec la Fédé par moment, des fois sur des conflits ouverts, de dire je ne partage pas votre vision, c'est peut-être ce qui a fait que tu n'as pas été sélectionneur à un moment donné? C'était une époque où on ne partageait pas la vision de quoi que ce soit, c'était comme ça du côté de la Fédé. Notre fédération est très belle. Notre fédération a réussi à se développer de manière remarquable dans un certain style, mais dans une poigne de fer. Et le fait que le personnage Jacques Monclar, tu penses que ça collait pas avec ce que voulait la Fédé? Je suis à peu près sûr que c'est ça. Comme ça. Ça m'empêche pas, au moment où Vincent est nommé, c'était une volonté de Vincent. J'étais obligé, entre guillemets, de dire à Vincent, vas-y tout seul, sans ça tu vas pas être pris, arrête d'être bloqué là-dessus. Il voulait que tu viennes avec lui? Oui. Tu peux nous expliquer ce qu'il t'a appelé, il t'a dit je veux que tu viennes avec moi? On a même fait une ou deux réunions. Je me vois à Villeurbanne dans son bureau, puis il était coach à Villeurbanne, lui dire Vincent, je ne saurai jamais ce que tu envisages que je puisse être. Donc je dis par contre, je vais commenter. Je serai jamais bien loin si tu veux qu'on boive un café. Voilà. Ta carrière de coach, ça reste donc comme ça, sans jamais avoir été sélectionneur. Avant qu'on vienne sur le grand chapitre de la vie de consultant et de commentateur, dans ce bouquin, il y a un chapitre, et ça m'a surpris de voir ça, j'en ai parlé avec Rémi, c'est le divorce d'un homme. Alors moi, quand je t'ai connu, tu étais en train de divorcer pour la deuxième fois. Pourquoi tu as eu besoin de mettre ça dans le bouquin et non, surtout je parle le divorce, pour moi, c'est la séparation avec les gosses. Quand aussi. Voilà, c'est ça. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça qui change. T'es en Antibes encore, bon, tu les as un petit peu. J'ai eu la chance dans le divorce d'avoir en face de moi mon ex-femme qui comprenait mon emploi du temps, donc très bien. Mais tu ouvres pas la porte pour mater la tronche de tes gosses avant qu'ils dorment, c'est un autre cycle, c'est un autre fonctionnement. Et après, quand je suis parti à Paris, revenu à Paris en quelque sorte en 2002, là, il y a une coupure terrible. Alors, Julien a 19 ans, Ben a 14 ans et Clément a 13 ans. Et alors là, c'est dur de laisser tes garçons parce qu'il y a 800 bornes, 900 bornes même Antibes. C'est loin, même si on dit en avion c'est une heure et demie, ouais, mais bref, t'es à 5-6 heures minimum. Oui, j'en ai parlé parce que ça fait partie. Alors, quand tu es tout seul, tu travailles mieux, mais tu vis moins bien. Justement, la vie de Jacques, alors, de joueur, de coach, elle est pleine de succès, mais il y a la vie extérieure. T'es un bon vivant, t'es un homme qui aime. J'aime bien les belles dames. Qui aime sortir, qui aime bien les belles dames. Sortir, Qui aime bien rester tard au restaurant. Voilà, t'es pas un mec de boîte. Je suis pas un mec de boîte. C'est le moins qu'on puisse. Je suis un emmerdeur de. Mais tu fermes les restaurants par contre. Je suis un emmerdeur de fermeture de restaurants et ça peut arriver. De moins en moins. Et si tu savais. Alors à Agde, j'ai toujours mes endroits, bien sûr, entre le Cap, le Gros, enfin surtout le Cap et Agde. Mais j'avais pas de chez moi non plus d'installer. Maintenant, je suis installé et c'est pas mal à la maison. Il faudra que tu viennes. Ça fait plusieurs fois que tu m'invites. C'est pas mal à la maison. Il y a eu, dans ces trucs de joueurs, de coach, où on reste beaucoup... Il y a eu des excès un petit peu. Ouais, tout le monde a eu des excès. Arrête. Je connais personne qui a intérêt à ouvrir ce grand livre. Personne. Alors, il y en a qui sont plus spectaculaires que d'autres. Je fais partie des un peu spectaculaires.
On aime comme Alain, le shérif dont tu parlais. On va pas parler de Freddy, qui même quand il est pas à un endroit, ouais, Hufnagel, même quand il est pas à un endroit, on va dire que Freddy était là. Ça nous est arrivé, nous. Moi, il m'est arrivé qu'on nous prête d'avoir été nous prête d'être à des endroits où on n'était même pas. Il y a la légende. Alors oui, il y a eu des belles sarabandes, hein, mais dans tous les sports, on a vécu une époque différente. Je sais qu'ils peuvent plus faire ça. C'était avant les téléphones portables. Et encore, le téléphone portable, c'est une chose. Le mec qui a eu l'idée, qui a tout changé, c'est celui qui a mis un appareil photo dessus. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Maintenant, comme je leur dis, ils sont obligés de vivre chez eux. C'est une autre vie. Ils sont obligés d'avoir d'autres vecteurs. En plus, avec les réseaux, c'est impitoyable pour tous ces gens. Et tu le sais très bien, maintenant, je fais attention à tout ça. Tu peux plus faire ce qu'on faisait. C'était, bah oui, c'était... Une autre époque. Une autre époque. Quand je repense à la... Alors si, quand je vois les ricains, mais les ricains, quand ils défilent, tu sais, pour les parades, bah nous, on en a fait une avec Limoges qui ressemblait à ça en 88, quand on fait le triplé, là, et qu'on ramène la Coupe des Coupes aux Bénédictins, enfin, quand on amène aux supporters qui reviennent en train aux Bénédictins, et le lendemain, on défile en ville. C'est un truc de fou, quoi. L'arrivée à l'aéroport en Limoges, c'était... On va ouvrir maintenant, donc, du coup, il y a un chapitre qui est toujours ouvert, hein. C'est le chapitre donc, des médias. Comment ça se passe? Tu voulais pas être, t'avais jamais pensé à peine à être coach, t'es devenu coach alors que sans que tu demandes quoi que ce soit. Comment ça se passe dans les médias? C'est pareil aussi, on vient te chercher très vite? Bah, le hasard. Le hasard. D'abord, je voulais être journaliste. Quand j'étais petit, ce qu'on me mettait, tu sais, quand tu remplis les T'as fait fiches. Hippocane, toi, c'est ça, hein? J'étais admis en Hippocane quand je suis parti à l'armée. Oui, j'ai eu le bac tranquille. Voilà. Mon frère était une référence dans le dossier, il était polytechnicien, mon regretté frère Patrick à 19 ans. Donc, si tu veux, t'avais le père devant au basket et un frangin au bahut qui était quand même la star locale. Donc, bon, moi j'arrivais derrière, j'ai fait cycle littéraire, langue, histogé, tout ça. Voilà, tranquille, j'étais admis en Hippocane, je suis parti faire l'armée. Voilà. Et oui, je me remplissais journaliste, moi, en primaire, en collège, tout ça. Moi, j'ai fait que du lycée. J'ai fait 7 ans dans le même bahut, au lycée du Rincy, Albert Schweitzer. Super souvenir. Alors, dans les médias, tu commences avec... c'est l'équipe... C'était TF1 tes premières expériences? Ah bah, je vais voir un match de foot improbable, hein. Un cas de Nancy, et puis après je vais manger au resto chez Maman à Antibes. À l'époque, c'était pas le luxueux resto de maintenant. C'était un resto de sportifs du soir. Et il y a Roland, il y a Gaëtan Huard, il y a Philippe Didier Sonac, enfin, les Bordelais qui étaient en stage pas loin, qui mangent là, et qui étaient venus au match. Donc hop, on va manger, et arrive Philippe Pouy, qui, pour les Jeux, qui était sur TF1, qui faisait téléfoot. Une très belle voix, Philippe, et il dit aux autres, je le connais pas. Il se met en bout de table, il mange son truc, et il dit ça va, Roland, ça va, Philippe, tout ça. Ouais, bon. Il dit, oh, pour le basket, pour les Jeux, ils m'ont mis sur le basket, je sais pas comment je vais faire. Et ils m'ont donné 3 noms, et dans les 3, il y a le mien, les autres, ils éclatent de rire. Il est là, ton consultant. C'est comme ça que TF1 me prend. Et ça commence comme ça? Ouais. Et après, je refais 96. Entre-temps, Bruno Poulain me fait bosser un petit peu, parce qu'il y avait Eurosport France à l'époque, qui faisait du basket, enfin bref, voilà. Et j'aime bien ça. Je me rends compte que j'aime bien ça. Il y a un truc qui va sortir directement quand tu es consultant, au-delà du fait que tu arrives à être technique, à parler aux fans de basket pur et en même temps au grand public. Il y a cette espèce de... T'arrives à parler à tout le monde, et puis il y a cette voix. T'appelles The Voice, cette voix si particulière, on l'entend encore aujourd'hui. Je suis pas le plus grand fan de ma voix. Pourtant, c'est ce qui te caractérise plutôt. Ouais. Bah oui, peut-être, oui, bien sûr, je peux pas faire de blague au téléphone, ça tu le sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Comme ça. Et donc justement sur le ton, et ça va m'ouvrir un petit peu sur les médias que tu as connus au début, on a posé la même question avec David, je sais pas si c'est une interview sur ce que sont devenus aujourd'hui les médias, les consultants, comment on parle de basket, comment on traite le basket, comment on le commente aussi. Toi, tu as toujours su avoir l'explication juste et en même temps pouvoir parler à un mec qui joue en National 2 comme à un mec qui joue dans la rue ou un mec qui même n'a jamais joué au basket. Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que parfois il y a des gens qui disent ah, sur beIN, c'est plus facile de commenter que sur le service public ou ailleurs. Ouais, enfin moi j'ai commencé par TF1, c'était pas mal avec la Dream Team à 22h30 en prime time. Juste après le prime time. Ouais, bah écoute, c'est très gentil. Je le dis, c'est essayer d'expliquer des choses qui peuvent apparaître barbares avec des mots simples, en parfois le teintant d'humour. Parfois aussi de mécontentement, quand il y a des choses que j'aime pas, ou mec qui triche, ça se voit. Ça, je vais avoir tendance à la deuxième fois, troisième fois, sur un mec qui met les genoux sur les pick and roll pour attraper des béquilles, pour faire des béquilles, sur un mec qui fait pas de repli défensif ou qui regarde pas le ballon, sur une rotation où le mec va pas par fainéantise, une fois, deux fois, à la troisième, oh. Voilà, le basket, il suffit de regarder. Voilà, c'est le jeu qui nous permet de nous exprimer. C'est pas nous qui arrivons en décidant ce qui va se passer. C'est là que ça se passe. Tu vas surtout être associé à deux grands médias, 3 même, RMC, avec Moscato notamment, Canal. Et donc, beIN, on reviendra un petit peu là-dessus. Parlons un petit peu de ces années Canal, notamment, où quelque part, tu es associé avec Georges Eddy. Vous êtes les deux consultants les plus connus. On disait avec David, nous on aime à dire ici chez First Team qu'il y a les deux goats que sont Jacques et Georges, et puis il y a Stephen qui arrive derrière dans la lignée. Comment c'était la cohabitation avec Georges ? Mais Georges, au début, comment dire, moi quand j'arrive à Paris, il y a le match du dimanche soir, ça l'enquiquine un peu de le faire. Et Bruno me propose avec David, Bruno Poulain et David Cosette, me propose de faire ce match du dimanche soir. Moi, le dimanche soir, je coachais à Paris, j'étais à peu près là, hein, tu t'entraînes pas le soir. Hein. Donc j'ai fait beaucoup de matchs de Toronto déjà avec Xavier, avec Lionel, avec Buton, avec toute la clique de Canal. Et puis je me suis mis sur l'équipe de France et surtout sur le championnat. Après, en 2007, là ça a été quand je deviens consultant, ça devient mon métier. Que je deviens entrepreneur, parce que j'ai jamais été salarié Canal ou salarié beIN, je fais ma petite entreprise. Et puis voilà quoi. Là, on récupère sur Sport Plus le programme du vendredi soir. Et quelque part, ça marche, parce qu'on sortait d'années noires, là. Hein. Je te parlais de cette période que j'ai pas aimée du tout sur la fin de mon coaching, la période du basket français, de 2002 à 2007, je suis pas fan. Et même un peu plus tard. Et on attaque, et ça marche. On devient un peu des saltimbanques entre Euroleague où on gagne pas beaucoup de matchs à l'époque, entre le championnat qui marche bien, t'as des ambiances incroyables à Cholet, à Roanne, à Pau, enfin bref, il se passe quelque chose et on crée un lien avec le public. C'est toujours le plus important. T'arrives dans les salles à Nancy, à Villeurbanne, il y a quelque chose qui se passe, voilà. À Gravelines, c'était les années aussi. Bref, on s'est régalé. On a fait un peu, tu sais, tandem avec Rochefort et Junio, c'était un peu ça. On était... avec David, hein. Ouais, avec David. C'était un peu ça. On faisait des bornes, du train, de la voiture, de l'avion. On n'arrêtait pas. Ouais, c'était une vie un petit peu, ce que moi je disais à David, c'est que vous avez connu l'âge d'or quand même de ce métier, qui est aujourd'hui quand même, où on essaie de réduire beaucoup les coûts, les gens commandent de plus en plus en cabine, voire de chez eux, vous avez connu quand même l'âge d'or, mais toi, il y a cette période Canal où tu deviens le Jacques Monclar, commentateur, consultant phare, et puis il y a les droits de la NBA qui vont chez beIN Sport, beIN Sport vient te chercher, et là s'ouvre... C'est Charles vient te chercher, et là s'ouvre l'aventure NBA Extra. Mais puis c'est une vraie nouveauté, Charles. Récupère les droits NBA pour beIN, c'est un tremblement de terre. Hein. Ça faisait 27 ans que Canal avait les droits. Et on avait fait, nous, pendant 18 mois, cette émission Canal NBA avec Vincent Raduro, qui avait un super décor, qui était cool, avec Georges.
Ouais, c'était sympa. Cette émission-là, pour moi, c'était comme dans Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. Ils ont qu'une scène, de toute leur carrière, ils ont qu'une scène où ils sont tous les deux. Canal NBA, c'était pareil avec toi et Georges. Ouais, et Georges, c'est le seul de toute la bande de Canal. Ils nous ont jamais mis à l'antenne ensemble. Voilà, sauf pour Canal, donc c'est pour ça. Sauf pour Canal NBA. Voilà, donc tout ça s'arrête. Et c'est pas secret pour personne. Georges est un salarié de Canal. Moi, je comprends, 6 mois après, je suis en fin de contrat. Il n'y aura pas utilité pour moi et pour Georges et pour moi. Donc, la proposition de Charles, je dis oui. Lui, il est persuadé que je serai opérationnel qu'en juin. Mais Canal a eu l'élégance de me libérer. Le dernier mois, à Châlons, à Villeurbanne, à d'autres endroits, je sais plus, à Roanne, on m'offrait des maillots. Comme je quittais le championnat, je quittais je sais pas comment ça s'appelait, la Pro A à l'époque. La Pro A, ouais. Voilà, et ils m'ont libéré. Je finis le 30 décembre, All-Star Game avec Patrice Dumont à Bercy, et le 2 janvier, je commente à Bibine. Je vous découvre, là, la bande des affreux. Et comment dire, et le 8 ou 9 janvier, c'est le premier NBA Extra. Tu te souviens la première fois où on se rencontre? Ce que je te dis? Je sais plus. Je te dis, Jacques, salut, j'ai regardé un Final Four chez toi à Antibes. Ah oui. Oui. Je vois, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Et c'était avec Julien, ton fils. À l'époque, je m'entraînais avec Antibes, avec Cédric Bisley qui jouait à l'époque. Et donc, j'étais allé m'entraîner là-bas 3 mois. Je te dis, mais moi, je suis déjà allé chez toi voir un Final Four. Ouais, quand Julien faisait son droit à Nice, avant, exactement. En bon lyonnais de cœur qu'il est et de naissance, aller le conclure, l'enchaîner à Lyon. Et là, après, donc, forcément, tu poses des questions, donc on voit que on connaît beaucoup de gens en commun. Et donc, il arrive cette expérience nouvelle qui est NBA Extra, une émission quotidienne, ouais. Où là, ça change un petit peu aussi tes habitudes. Et beaucoup de matchs la nuit, d'une émission quotidienne, et là, tu t'es... Alors, moi, des matchs la nuit, j'en ai fait beaucoup même, enfin, pas mal. Puis, depuis un moment, j'en fais plus. C'est dur de faire l'émission en ayant fait la nuit, parce que l'émission, elle mérite réflexion. Surtout, tu sais très bien, au début, je suis venu au conf de rédac. Puis au bout d'un moment, je vous ai dit, écoutez, moi, mon métier, c'est d'être au courant de ce qui s'est passé. Vos lignes éditoriales, je les découvrirai en arrivant. Mon métier, c'est d'être... Avec quelques petits recadrages quand même, des fois. Hein. Après, quand vous bâcliez... Non, bâclez pas, Jacques. Non, on l'a fait vite. Ce que je traduis, moi, comme bâclé. Non, des minutes... Combien de fois dans l'année j'ai grogné? 3-4. Oui. 3-4. Moi, j'en garde, et tu le sais, j'engage les gens, j'en garde un souvenir exceptionnel. Quand il y a des tableaux qui servent à rien, ou que je considère inutiles, l'âge du capitaine, quoi, bientôt. On dit que j'aime pas les stats, je suis celui qui m'en sert le plus. Mais les stats, elles sont vivantes. Les stats passées sont faites pour être changées. Tu vas m'expliquer, toi qui aimes bien le foot, où elles sont les stats qu'un goal arrête 3 pénaltys de suite? Ce qui s'est passé avec le goal de Lille à l'AS Rome. 3 pénaltys de suite. Ça existe en statistiquement, ça? Je sais pas. Non. NBA donc Extra, ça dure depuis plus de 10 ans. Il y a une équipe qui a grandi, mais plus derrière les caméras, autour de... En plateau, c'est Rémi, c'est Xav, c'est Marie qui arrive au bout de 2 ans, il me semble. Un an. Un an, ouais. Il y a Marie qui arrive, donc il y a toujours Eric et maintenant Fred et Chris. Mais tu vas surtout faire des All-Stars sur place et tu vas faire des finales NBA. Ouais, et là, mon Jacques, tu vas quand même t'envoyer des Warriors, Cavs, des Spurs, Heat. En fait, tu vas faire toutes les finales de LeBron. Quasi. Toutes les finales de LeBron, et on va assister, pas toutes. Il manque celle de 2007, bien sûr, et celle de 2011 perdue contre Dallas. Le Dallas, ouais. Mais c'est encore sur Canal. Celle de 2012 qu'il gagne avec Miami. Oui, contre le Thunder. Contre le Thunder, voilà. Il nous en manque 3 de LeBron. Dans le cheminement de carrière de LeBron, je suis pas loin de penser que ce qui n'était pas prévu, c'est 1. Steph Curry, 2. Les Splash Brothers, 3. Kevin Durant à y jouer là-bas.
Ça a changé beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'enchaînement Cleveland-San Francisco sont deux villes. C'est plus facile à Cleveland qu'à San Francisco, on n'a pas besoin de GPS. Ça, on connaît. On connaît, mais c'est extraordinaire les finales NBA, le niveau, et globalement les playoffs. Les finales de conférence sont toujours sublimes aussi. J'ai eu le plaisir d'aller en suivre, non pas pour le travail. Si une fois avec Bid, on était sur place à San Antonio, enfin bref. Mais j'en ai fait, moi, perso, finale de conférence, demi-finale de conf. Ça joue. C'est quoi ton plus grand souvenir de finale NBA? T'as assisté à ce match 7 fantastique en 2016. Et celui-là, il est un peu au-dessus de tout le monde. Le 2016, le contre, le panier de Kyrie, être mené 3-1, arriver à l'entraînement avec The Undertaker. Gros short, hein, LeBron. Hein. Arriver comme ça. La blessure de Draymond Green, pim pam poum, gagné. Celui-là, il est suspension. Magnifique. La suspension de Draymond Green. Celui-là, il est superbe. Moi, j'ai beaucoup aimé, alors bien sûr, le 2014 des Spurs. Magnifique. Il est, en termes de basket, c'est une sucrerie. Et j'ai une affection, moi, assez particulière, même si je suis un Knicks-fan, je sais que le basket bostonien est important, et le triomphe de Steph Curry en 2022. Quand on sort à Boston, t'as déjà été au TD? Ouais. Quand tu sors, tu sais, par les médias, là, t'as le tunnel, et au bout, les soirs de match, t'as toujours un mec qui joue du sax et tout. À l'entrée du métro, là. Ouais, et on marche avec Rémi et Xav, il y a le Tché, sans doute. Et je dis à Rémi et à Xav, on vient de voir le meilleur match de la carrière de Steph Curry. Night. Le match 4, là? Ouais. Qu'est-ce qu'il a pas fait ce jour-là? Ils sont menés 2-1. Ils changent toute la série. Celui-là, ce match, il a été un peu pareil à Bercy l'année dernière. Oui, il l'a fait plus. C'est un récidiviste notoire, hein, ce garçon. Oui, on le connaît. Non, c'est un régal. C'est un privilège. Mais après, on se gourre des fois. Moi, je me gourre sur Haliburton. Quand je le vois au bout d'un moment, tu sais, c'est un garçon très extraverti. Suspicion, quand un mec a mal d'en haut, là, t'as suspicion de tendon d'Achille. On a vu Kevin Durant tomber, on a vu Klay Thompson tomber. Ce sont des moments douloureux quand tu vois les images de Kobe qui va au lancer franc. Bref. Et lui, mais alors, il est comme ça. Hein, au bout d'un moment, j'ai dit, mais il se fout de nous, quoi. Il prend aucune précaution sur les poses d'appui. Quand il est à l'entraînement, c'est comme je suis chien avec ça. Je l'étais en tant qu'entraîneur. Je regardais, j'ai dit, mais il retient rien. T'as le staff médical qui te dit, normalement, c'était une blessure de 10 jours, mais au bout de 3 jours. Mais 10 jours, mais le mec, il va se péter le tendon d'Achille. Pourquoi vous le mettez sur le terrain directement en no restriction? Bulletin officiel. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous font? C'est de l'intox. Et le mec, il tombe et il pète. Et ça me fait toujours mal au cœur, parce qu'un joueur qui tombe et qui pète, est-ce qu'il va revenir à son niveau? Ah, c'est le tendon d'Achille. Alors, on en revient mieux que dans les époques, ouais. Mais il y a toujours un point d'interrogation. Et ouais. Jacques, tu vas attaquer la nouvelle saison avec Bean. J'ai lu dans l'équipe que tu as dit, tu veux pas être le Drucker du basket. J'ai un grand respect pour Michel Drucker. On a compris. Ouais. On a compris. Mais t'as pas envie de faire la saison de trop quelque part? J'ai envie de choisir. T'as une date déjà de te dire... Un peu, oui. Un peu. Tu me le diras pas, évidemment. Si, je crois que je l'ai un peu dit. Il y a un championnat. J'espère d'abord que l'équipe de France va se qualifier pour la Coupe du Monde. Et il y a une Coupe du Monde au Qatar. Si Bean allait droit, je trouve que ce serait un joli clin d'œil. Très bien. Avant de... Donc, 2027, je suis un amoureux du 7, j'aurai 70 ans. Je suis vieux, hein. Tu sais, j'ai vu un truc l'autre fois qui m'a fait éclater. C'était une petite plaque, là. Le moment où on se rend compte qu'on a l'âge des vieux. Le moment où on se rend compte qu'on a l'âge des vieux. Voilà. Tu as 2 heures. J'ai toujours 2 heures, moi, quand tu me fais réfléchir comme ça. Avant de se quitter, je voudrais que tu me racontes un truc, parce que je sais que tu es un amoureux du basket et que tu es un amoureux de Magic Johnson.
Et Magic, tu l'as rencontré? Oui, j'ai eu ce plaisir. Eh ben, si tu veux, quand les Team USA a organisé le stage avant les Jeux de 92, ils sont venus en 91 à Monaco. Ils étaient logés à Nice ou à Monaco, je sais pas, Monaco. Et on était en finale contre Limoges avec Antibes, qu'on va gagner la finale d'ailleurs. Et ils viennent au match. Et ils nous voient devenir champions de France d'ailleurs. Et on sympathise avec Terry Lyons, Brian McIntyre, qui était le numéro 3 de la Ligue. Hein. Tu le vois, le barbu qui est toujours sur les... Quand Michael revient, quand c'était lui le chef des médias internationaux, grand chef des médias. Et Josh Rosenfeld, qui avait été assistant manager général à LA, qui était un intime de Magic, portait la bague. Hein. Tous les trois, des bons New-Yorkais, tu vois, des vrais New-Yorkais. Et on sympathise, ils regardent les finales des NBA chez moi un peu, parce que j'arrivais via la DSF, via Canal bien sûr, puis on avait des trucs, ils viennent chez moi. Et ils me disent, tu viens quand tu veux à New York, tu penses, première trêve d'équipe de France, comme quoi ça avait des avantages de ne pas être occupé. Je file à New York et je vois New York, les Knicks contre les Nets, je vais à Midland voir Utah, on passe des bons moments ensemble et ils reviennent avec l'équipe en 92 avant les Jeux à Monaco, ils font leur stage. Et on se voit, on sort ensemble, on mange, on dit des bêtises, je leur fais visiter un peu Antibes, ils adorent. Le Cap, pas que le Cap d'ailleurs. Et ils me laissent avoir accès aux entraînements. Avec Chuck Daly qui avait autorisé. Donc, quand j'étais allé à New York aussi, j'étais allé 3 jours voir Pat Riley. Non, c'est plus tard que j'y vais voir Pat Riley au Knicks. Je suis à la fin d'un entraînement, la presse arrive, donc à un quart d'heure de la fin, et Josh vient me voir, Rosenfeld, il me dit « Il veut venir à Antibes ». Je lui dis « Qui il ?» On est le 20 juillet. Il me dit « Magic ». T'as pas de téléphone portable, hein, là. Oui. 92, je suis pas équipé encore. Cabine, appelez Mamo, appelez Christian, Jerry, qui était l'homme de confiance de Pierre Merly, qui est un capitaine des pompiers, qui au port d'Antibes. Donc on réquisitionne le bateau du maire. On loue une voiture, on met Magic, poum poum poum, moi j'avais ma petite bagnole, et nous voilà partis à Antibes, et on arrive sur le port, quoi, et on attend mes zozos qui arrivent en scooter au bout d'un moment. Il y a ce moment qui est délicieux, je suis dans la cabine, je balise, j'ai un t-shirt rose, c'est que j'aime bien le rose, et je transpire comme un chacal. Et Magic arrive, il tape, il ouvre, il me fait « Tranquille, c'est beau chez toi ». Et mes zozos arrivent, Mamo qui se met devant Magic comme ça. Et puis c'est parti, quoi. On a le bateau, on fait le tour. Il voit la baie des milliardaires, il voit l'Helen Rock, la villa Helen Rock, l'Eden Rock, tout le truc. Et on va manger à la plage où Mamo nous a bloqué un coin. 20 juillet à Antibes. Hein. Et puis après on repart. On peut pas repartir en bateau. On l'exfiltre parce que ça puis Antibes, c'est basket, même en juillet. Les gens, on retourne au port, et là, le bateau arrive, et là, c'est délicieux, c'est Pierre Merly qui conduit, et on retourne à Monaco par la mer. Et là, c'était magnifique, et lui, il est tout seul, tranquille, et on les laisse en bas à Monaco. Il y avait Andy Bernstein, le photographe, senior photographeur, et Magic. Et il me dit, rendez-vous à minuit ce soir. J'ai eu que le temps de rentrer, me changer, repartir. T'as fait la night avec Magic? Un petit peu, ouais. Alors c'est comment? Bon, lui, il est cool, lui. Ça joue, après ça va en boîte. Ils sont cool, hein, les mecs. Ah bah oui, j'en doute pas. Hein. Puis à Monaco, c'est pas le Bronx, hein, donc c'était... Mais tu sais que c'est marrant ce que tu me dis, parce qu'il veut visiter Antibes, mais j'ai l'impression que chaque été, il retourne. Il a un parcours, Calvi, Antibes, Saint-Trope. Voilà. Il y a pire, hein.
C'est le triangle de Magic. Les bonnes vacances. Le Magic Triangle. Tu me le feras faire un jour à moi aussi. Oui, mais à la nage. C'est pas là où je suis le meilleur. Jacques, je veux qu'on finisse avec une dernière chose. Je suis obligé de te poser la question pour les gens qui nous écoutent. On prend le temps avec toi. Tu as connu avec ton père les années 50 du basket, tu as connu les années 70, tu as connu les années 80, 2000. Quel regard tu as sur le futur du basket ? Qui change énormément, qui va dans des travers par moment, on voit aussi un niveau individuel de chaque joueur qui explose. C'est incroyable. Mais collectivement, on a l'impression qu'on laisse un peu des choses sur le côté. La qualité individuelle des joueurs est non seulement incroyable, mais en plus il y en a de plus en plus. Si tu veux, Michael Jordan affrontait des défenses horriblement plus dures que celles de maintenant, mais il y avait beaucoup moins de joueurs qui étaient capables d'élever leur niveau à un niveau incroyable. Maintenant, il y a des mecs qui sont capables, et c'est valable partout. Quand tu vois les performances ponctuelles des uns et des autres, il y a un volume de jeu incroyable. Alors oui, on peut parler du collectif. Moi, je pense que les compétences, c'est la limite du travail individuel qu'a installé Michael, puis Kobe après lui. Progresser individuellement, c'est très bien, mais il ne faut pas progresser individuellement en se coupant des autres. Et c'est un peu ce qui arrive. L'alchimie collective et la victoire, Michael, Kobe l'ont prouvé. Ils ont mieux gagné quand ils se sont ouverts aux autres et qu'ils ont utilisé les rôles des autres. Tu ne gagnes pas tout seul très longtemps. C'est la diffusion sur les autres est le plus important. Le partage est le plus important. Dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle rédaction, entreprise typique, force de vente, ce que tu veux, s'il n'y a pas une unité pour l'institution, pour le respect des personnes qui la représentent, et avancer ensemble, et partager ensemble, eh ben, t'iras chez Plumeau. Tu gagneras rien. Gagner, c'est partager. Et donc comment tu vois la suite, l'évolution de ce basket ? Il y a toujours des gens qui feront bien jouer. Il y a toujours des gens qui feront bien jouer. L'évolution du basket, il faut considérer que maintenant les gars sont capables de monter à 3 points et faire 40% en saison sur l'homme. C'est quelque chose qui n'existait pas dans la recherche du spot ouvert de 2014 des Spurs. Il faut l'intégrer au jeu. Mike James est capable de faire ça. Shea est capable de faire ça. J'espère pour lui qu'Anthony Edwards y arrivera un jour. Tu vois, les rôles, l'utilité, je trouve que c'est un très bon exemple au KC. Quand ils recrutent l'année dernière, et je suis content parce que je l'ai vu venir, ils prennent Hartenstein et Caruso. Dans l'absolu des highlights, dans l'absolu des stats, dans l'absolu du joueur, de la valeur, tu dis qu'est-ce qu'ils font ? Dans la complémentarité, l'efficacité, le mental, la capacité à partager, à savoir faire les fondamentaux, c'est bingo. On l'a bien vu, hein. C'est un peu ça le truc. Tu vas m'expliquer comment, en finale de NBA, je l'adore, le TJ McConnell. C'est un exemple pour tous les mômes. Regardez ce mec-là. Aujourd'hui, les gamins, tu penses qu'ils s'identifient à TJ McConnell ? C'est là où il faut les prendre, les enfermer dans une salle et leur dire, regardez, il fait 1m87, il a pas une détente exceptionnelle, il a pas trop un shoot à 3 points exceptionnel. Regardez l'utilité qu'il arrive à avoir dans un match de finale NBA, qui est un niveau supérieur. Voilà. Alors après, il y a les doués. Victor, le plus doué de tous, physiquement, techniquement, mentalement, plus doué de tous. Après, je vais le dire aussi, je suis un peu inquiet de l'évolution dans le jeu d'un Bilal Koulibaly, dont le potentiel est énorme, mais la capacité collective reste assez limitée. Il faut que Zachary ne tombe pas dans cette petite dérive, pas délire. On a besoin de jeu. C'est pas progresser que d'être mis dans un corner à attendre la balle, et quand tu l'as, c'est ou shoot, ou drive direct, ou drive and kick. Progresse pas en faisant ça. J'ai beaucoup aimé l'évolution qu'a su avoir Evan Fournier
au basket de l'Olympiakos et de l'Euroleague. C'est très fort ce qu'il a fait Van l'année dernière. Ce sont des forts joueurs. Kendrick Nunn, lui, en plus, sont très copains. Ça m'est venu comme ça. Oui, non, mais ça marche. Voilà, c'est pas l'expression collective. Ils ont envie d'être collectifs. Mais il faut leur faire comprendre le partage. On a l'impression que plus personne, aujourd'hui, quand tu prends tous les gamins à haut potentiel, en cas des France, enfin, ça s'appelle plus comme ça, mais en espoir, tout le monde veut être la star, il y a plus personne veut être un joueur de rôle. Il ne peut pas y avoir que des chefs, il faut des Indiens. Et... Bah écoute, c'est dommage si c'est comme ça. Jacques, merci, on aurait pu faire encore beaucoup, mais si vous voulez en savoir évidemment plus sur la vie passionnante de Jacques Monclar... Il jouait avec ça, hein. Ça se passe donc sur Bonjour Bonsoir aux éditions Amphora, il joue avec ça au tout début. Ton père joue avec ça? Ouais, j'en ai un à la maison, il est plus jaune. Ouais, et Bonjour Bonsoir, c'est l'émission, parce que finalement, on la faisait en direct le jour, et puis elle est rediffusée la nuit. Oui, donc ça marche tout le temps. Oui. Bon, Jacques, on te retrouve sur Bein, évidemment. On verra. Pour l'instant, on me retrouve tout à l'heure, là, à 17h, je commente. Ben voilà, très bien. Merci mon Jacques, toujours un plaisir. Erwan, plaisir.